Et tout de suite, comme je vous le disais, nous recevons Philippe Murer, économiste et auteur de Sortir du capitalisme de désastre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour Philippe Murer, effectivement. D'ailleurs, on vous connaît non seulement qu'économiste, mais aussi comme pamphlétaire, puisque vous tweetez aussi pas mal, moi aussi. Enfin, oui, je suis assez actif. Je vois ça, je lis ça. Et alors, Sortir du capitalisme du désastre. Effectivement, c'est un livre très intéressant. C'est un livre qui se lit d'ailleurs très aisément, avec beaucoup de graphismes, etc. Mais alors, la question que j'avais envie de vous poser avant de revenir à l'actualité covidienne ou autre, mais parlons de cela. Vous savez, quand on lit, effectivement, il y a votre ami Jacques Sapir aussi qui a préfacé votre livre, et on se demande au fond, et à chaque fois on se pose la question, parce qu'on parle de l'ultralibéralisme, du capitalisme sauvage, disons, allez, pour simplifier un peu, des Soros, Davos et autres os, racaille d'en haut, racaille d'en bas, etc. Bon, simplement, est-ce qu'il y a une possibilité, une alternative entre le capitalisme d'État à la chinoise et son crédit social, la banqueroute absolue du collectivisme tel qu'on l'a connu, du socialisme réel made in Moscou au Khmer Rouge made in Pol Pot, et effectivement le côté laisser faire, laisser aller des Soros et compagnie avec voilà, le World Company. Et d'ailleurs sur votre couverture, je la montre, il y a un McDo gigantesque. Non, c'est pas un McDonald's, c'est un M comme multinational. Nous ne voulons pas avoir d'attaque en justice de McDonald's. C'est vrai, sauf que c'est le sigle de McDo, si je peux me permettre. Il ressemble un peu. Alors, non mais expliquez-moi. Alors, oui, il y a une troisième voie, bien sûr. Et on la connaît en France. En plus, en France, elle est claire et nette. C'est le gaullisme ou le colbertisme qui ressemble un petit peu. C'est-à-dire qu'on a des libertés économiques, mais on a des réglementations qui permettent de protéger, qui permettent de développer et d'aller beaucoup plus vite dans la croissance. D'accord. Mais est-ce que, oui, mais enfin, le gaullisme, participation, tout ça, on va en parler. Évidemment, là, on va prendre le temps d'en parler longuement. Mais est-ce qu'en fait, quand même, et alternative, vous savez, on en parle toujours, mais je fais évidemment l'avocat. Vous avez raison, on peut pas reprendre la phrase de Thatcher, il n'y a pas d'alternative, justement. Il ne faut pas se laisser piéger par ça. Voilà, parce qu'il dit il n'y a pas d'alternative, ou vous faites effectivement le laisser faire, laisser aller, la libre circulation des hommes, des idées, des marchandises, ou vous faites effectivement la dictature. En deux mots, parce qu'on va reprendre après les informations, Philippe Murer, vous dites il y a une troisième voie. Mais est-ce qu'elle a été, très franchement et très honnêtement, et je vous sais honnête, est-ce qu'elle a été appliquée quelque part ou pas encore? Elle a été appliquée en France. Avec De Gaulle. Aujourd'hui, on est dans une autre situation 50 ans après, mais on pourrait reprendre énormément de choses du gaullisme en le modernisant. Même aujourd'hui, en 2022. Même aujourd'hui, mais par exemple la Suisse, vous voyez, contrairement à nous, elle est pragmatique, elle ne privatise pas ses chemins de fer. Et les chemins de fer suisses tournent comme des horloges. Il y a des trains toutes les 20 minutes entre Genève et Lausanne, tout autour du lac Léman. Moins de pollution, des prix bas et un service de très bonne qualité. Et la Suisse fait de l'État stratège pour ses entreprises et pour développer l'industrie. Et c'est pour ça que c'est le pays le plus riche du monde, parce qu'il a l'industrie la plus riche du monde et qu'il aide son industrie. Et qu'il l'a gardée. Et il la garde, il fait tout pour ça. Et Philippe Murer, je ne sais pas si c'est le capitalisme est dans tous ses états, à mon avis il se porte plutôt bien, mais vous dites justement dans votre livre sortir du capitalisme du désastre. Le problème, c'est que, encore une fois, on a commencé à en parler de l'alternative. Je voudrais que vous me disiez, vous dites De Gaulle, à l'époque de Gaulle, etc. La France, donc, des 30 Glorieuses, hein, on parle un peu de cela. Alors, qu'est-ce que ça représentait exactement et comment, et surtout, Philippe Murer, l'économiste que vous êtes, aujourd'hui en 2022, compte tenu de l'état du monde, hein, on n'est pas planète atomisée, on n'est pas dans les étoiles tout seul. Comment on peut faire pour que cette situation-là, effectivement, de la participation, de l'ardente obligation du plan du développement, peut se retrouver en tout cas, ou se recréer, je ne dis pas de... voilà. Alors, très concrètement, il faut absolument développer l'industrie et la production en France. L'industrie, c'est la clé de la richesse et de la prospérité. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure pourquoi. Par exemple, prenons cet exemple, redévelopper cette industrie qui est le point central. Il faut faire du protectionnisme intelligent.
du protectionnisme qui peut être par les normes, d'ailleurs. C'est-à-dire, explique concrètement, ça veut dire quoi le protectionnisme intelligent? Protectionnisme intelligent, c'est-à-dire du protectionnisme pas général, sur les produits importants. Du protectionnisme aussi par la commande publique qui est réservée aux entreprises françaises, qu'on commande des panneaux solaires fabriqués en France et non des panneaux solaires fabriqués en mauvaise qualité écologique en Chine. Il faut on a les entreprises pour ça. Oui, on est très capable de les redévelopper. On a les technologies, mais il faut prendre le temps et les moyens de le redévelopper. Il faut afficher le Made in France aussi partout. Il faut dire partout d'où viennent les produits. Sont-ils fabriqués en France, en partie en Chine, en partie en Allemagne, en partie en Pologne, et que tout cela soit clair. Il faut l'État stratège, la planification, mais tout ça, c'est impossible dans l'Union européenne. Puisque l'Union européenne interdit le protectionnisme, c'est elle qui fait du libre-échange avec le monde entier. Même pendant la crise du Covid, ils ont fait des accords de libre-échange avec le Mexique et le Vietnam. L'affichage du Made in est interdit à part pour les fruits et légumes. Vous ne pouvez pas l'imposer. La commande publique réservée, c'est impossible. Même le Sénat le reconnaît dans un article récent, un rapport du Sénat. Voilà, l'État stratège, ils n'en veulent pas. Donc c'est impossible dans l'Union européenne. Donc tous les gens d'ailleurs qui le disent, on va relancer la production française en restant dans l'Union européenne, en fait, soit se trompe, soit nous mentent. Soit nous trompe. Oui, on t'aimant. J'ai même pas parlé de l'euro, qui est une monnaie trop chère de 25%. Et ça coûte très cher, parce que chaque produit qui est 25% plus cher est plus compliqué à vendre et à exporter. Vous m'avez dit, effectivement, on parlait pour sortir de ce capitalisme, ce que vous appelez le capitalisme du désastre. Effectivement, retrouvons peut-être les 30 Glorieuses, en tout cas, réindustrialisons, Made in France, etc. Et vous dites, attention, l'Union européenne, on sait très bien, nous empêche un certain nombre de choses au nom de l'ultralibéralisme qui est son credo, enfin, dites-vous. Et l'euro également. Mais alors, le problème, il est posé, je le pose souvent à un certain nombre de mes interlocuteurs, qui disent, oui, attendez, sortir de l'Union européenne aujourd'hui, mais ce serait une catastrophe totale, on ne peut pas faire, certes, il y a eu le Brexit, mais on ne croit pas du tout au Frexit. Et vous dites, est-ce qu'il faut faire le Frexit? Très franchement, très honnêtement. Oui, très clairement. Et en plus, il faut surtout pas en avoir peur. Le gouvernement s'amuse à manipuler les peurs sur la crise du Covid, mais aussi sur la dette publique, mais aussi sur l'Union européenne pour empêcher de changer de modèle, justement. Donc ne nous laissons pas avoir par ce phénomène. Sortir, déjà, l'Angleterre a montré qu'on pouvait sortir, le Royaume-Uni, qu'on pouvait sortir de l'Union européenne. C'est vrai, mais il n'avait pas l'euro, lui. Il n'avait pas l'euro, mais en tout cas, il n'a pas de problème et il a 6% de hausse de salaire et le plein emploi. 6% de hausse, pardon, du pouvoir d'achat. En ce moment, vous dites. Oui, alors que la France est à moins 2% de pouvoir d'achat. Donc on voit que c'est quand même plutôt pas mal. Mais sortir de l'euro, il n'y a rien de plus simple, André Berkoff. Alors, j'ai fait pour Jean-Pierre Chevènement, scénario de dissolution de la zone euro, avec Jacques Sapir. Donc, je connais bien ce sujet. Mais est-ce que, par exemple, vous avez entendu le moment où la Tchécoslovaquie s'est scindée en deux pays, Tchéquie d'un côté, Slovaquie de l'autre, avec deux monnaies différentes? Vous n'en avez pas entendu parler? Avec deux monnaies différentes. Avec deux monnaies différentes, non, ça, à partir d'un seul pays. Oui, la séparation, oui, mais la monnaie différente, non. Voilà, donc c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe à se faire, et ça s'est fait sans aucun problème pour avoir deux monnaies alors qu'on partait d'une seule monnaie, comme nous, puisqu'ils étaient beaucoup plus liés, ça s'est fait sans aucun problème. Mais en fait, c'est pas parce que ce sont de petits pays. Ah ben non, ça change rien, ça c'est pas une question de taille. Mais je vais vous dire, si vous voulez sortir de l'euro, ça va être très simple. Ça se fait. Faut préparer les lois et tout ce qu'on a à passer, mais ensuite ça se fait en 3 jours. Vous fermez vendredi soir les banques, vous décidez que la nouvelle monnaie de la France n'est plus l'euro mais le franc. Ça signifie à ce moment-là que toutes les dettes de la France, toutes les dettes des particuliers et des entreprises deviennent des dettes en francs. C'est ce qu'on appelle la lex monetae. C'est la loi internationale qui s'applique dans ce cas. Et à ce moment-là, en fait, votre relevé bancaire, il n'y a plus marqué le sigle euro, qui n'est qu'un symbole. Il y a marqué le sigle franc. Avec 1 euro égale 1 franc. Votre loyer de 2000 euros passe à 2000 francs. Votre salaire de 3000 euros, par exemple, passe à 3000 francs. Tout est aligné et rien ne change. Parce que la monnaie, ce n'est qu'un symbole. Et qu'on ne me dise pas que la 5e puissance mondiale, la 5e puissance économique mondiale, la France, qui est au siège au Conseil de sécurité de l'ONU et qui a la bombe nucléaire et la dissuasion nucléaire, est un pays tellement faible qu'elle ne peut pas avoir de monnaie, alors que des pays de 2 millions d'habitants du tiers-monde ont une monnaie dans laquelle les marchés ont confiance. Voilà, tout cela est absolument pathétique, mais c'est la façon de jouer sur les peurs des maîtres du système pour empêcher qu'on change le système. Mais alors, dites-moi, et quand vous entendez, et Dieu sait si on l'a entendu partout, oui, mais dévaluation, mais notre monnaie ne vaudra plus rien, etc., etc. La France, 5e puissance économique mondiale, aura une monnaie qui sera un peu dévaluée, certes, mais ça aura peu d'effet sur l'inflation.
Première chose. Quand De Gaulle dévalue, d'ailleurs, le premier acte de De Gaulle en 58, c'est de dévaluer, et même de dévaluer 2 fois. Une fois de 25%, une fois de 15%, 6 mois plus tard. Que se passe-t-il ? S'ensuit une décennie de croissance économique très forte pour la France et de gains de pouvoir d'achat. Et l'inflation est très très mesurée et très raisonnable. Donc ça marchera extrêmement bien. Et imaginez, si les voitures, par exemple, fabriquées en France plutôt que fabriquées en Allemagne, en fait, ces voitures fabriquées en France vont immédiatement du jour au lendemain coûter 25% moins cher à fabriquer par rapport aux voitures allemandes. Elles vont donc se vendre comme des petits pains en Europe. Concurrentielles, c'est voilà, ça. de nouveau tout de suite concurrentielles, se vendent comme des petits pains, alors que les voitures allemandes vont beaucoup moins se vendre, ce qui est parfaitement logique. Oui, mais alors, justement, alors Philippe Murer, continuons là. Sauf que si, mettons, à supposer qu'on le suive ce scénario, est-ce que les autres pays européens ne vont pas dire à barrière, on va pas acheter de voitures françaises, pas question, on fait nous aussi du protectionnisme, à ce moment-là, intra-européen. Déjà, si la France sort de l'euro et de l'Union européenne, la France est le cœur politique de l'Union européenne, tous les autres pays vont en sortir. Deuxième chose, si la France, effectivement, a une monnaie 25% plus basse, l'Italie sera obligée d'en sortir, parce que l'Italie sera complètement coulée si elle n'en sort pas, et l'Espagne aussi, parce qu'elle sera coulée par la compétitivité. Donc tout le monde, à ce moment-là, va détricoter l'Union européenne. Mais regardez, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, il n'y a pas de représailles. Je veux dire, tout se passe bien, parce qu'on en a tout intérêt. Et puis je vais vous dire, moi si j'étais au gouvernement, j'irais voir nos amis les Allemands, et je leur dirais... Messieurs les Allemands, vos ventes de détail n'augmentent pas depuis 20 ans. Vous profitez du marché français et anglais qui sont les seuls pays où il y a un accroissement démographique. Ça sera le cas encore pendant les 20 à 30 ans à venir. Donc, soit vous êtes calme et correct avec nous, soit vous allez perdre un marché très très important. C'est les Allemands qui ont besoin de notre marché. Ce n'est pas nous qui avons besoin des Allemands. Eux, leur marché ne fait que régresser puisqu'ils vont perdre 10% de leur population d'ici 20 ans. Donc, mais après, il faut avoir la stature d'un homme d'État et être capable de dire en face. Et c'est comme ça que les Allemands comprennent. Ils comprennent que le rapport de force. On revient toujours au rapport de force et à la volonté. Exactement. Plus vous vous effacez, plus ils vous prennent pour une serpillière, ce qui est le cas avec Macron et les dirigeants français successifs, malheureusement. Et oui, et pas seulement Macron, mais ceux qui l'ont précédé également. Enfin, beaucoup de ceux qui l'ont précédé. C'est vrai. Et alors, justement, mais alors, et parlons alors plus peut-être mondialement, vous en parlez dans votre livre, etc. Au fond... Aujourd'hui, on voit très bien, on est sorti, effectivement, on ne va pas revenir sur la guerre froide, la bipolarité, les deux puissances, la superpuissance et les autres, etc. On est dans une multipolarité, la Chine, la Russie, enfin l'Asie, etc. Bon, ce qui se passe au Moyen-Orient et tout, mais au fond... est-ce qu'aujourd'hui, et c'est la question, vous en parlez dans votre livre, Philippe Murer, est-ce que, pour ne parler par exemple que des GAFAM, que des grosses entreprises qui ont à elles seules plus de budget que la moitié des États du monde, alors la doxa veut que un certain nombre d'entreprises sont déjà trop puissantes, non seulement pour faire faillite, ça n'en parlons pas, mais pour être maîtrisées par un quelconque État, quel qu'il soit. Et donc, on peut vous dire, oui, attendez, vous êtes bien gentil, mais si déjà l'Europe peut rien faire, comment voulez-vous que la France, même si c'est 6e ou 5e ou 6e ou 7e puissance économique du monde, sa marge de manœuvre, elle n'est pas aussi forte. C'est ce qu'on appelle le défaitisme. En fait, c'est le défaitisme, bien entendu que non. Déjà, la France, si elle en avait envie, bien entendu qu'on ne le souhaite, personne ne le souhaite, mais si elle en a envie, elle peut couper Facebook, l'accès du territoire à Facebook de la France, si elle est souveraine. C'est pas un problème. Et Facebook aurait des problèmes parce qu'elle perdrait un de ses plus grands marchés mondiaux. Après, bien entendu, on a laissé faire les choses, on a laissé dériver dans une situation qui est très malsaine, mais justement, il faut la couper. Et il faut remonter petit à petit même une souveraineté numérique. Vous parlez des GAFAM, il faut remonter une souveraineté numérique. Il y a plein de jeunes Français qui travaillent sur le sujet et il y a des choses à faire. Vous savez que Vladimir Poutine, par exemple, d'ailleurs, travaille sur cette affaire. Il est capable de déconnecter l'Internet russe maintenant de l'Internet mondial. Donc, il a mis des années à le faire. Mais maintenant, il est plus dépendant des États-Unis. Il n'a plus ce moyen de pression des États-Unis sur les épaules. Il a rendu son peuple et son pays souverain. C'est possible, c'est une question de volonté, de prendre un peu de temps et d'avoir du courage.
Surtout quand on voit qu'un certain nombre de GAFAM, ont même censuré un président de la République. On aime ou on n'aime pas Trump, on peut penser ce qu'on veut. Enfin, il a été censuré à vie d'un certain nombre de Il faut arrêter rapidement cela, parce qu'effectivement, la censure des GAFAM devient insupportable. Sur Trump, et même sur cette histoire du Covid, où ils ont censuré les plus grands scientifiques français, américains, internationaux, qui osaient dire quelque chose de différent. Donc il faut arrêter ce processus très rapidement, avant qu'on bascule dans un monde véritablement très dangereux de capitalisme de surveillance, et un monde qui est plus ou moins totalitaire. Ben alors justement, Philippe Murer, est-ce qu'on peut le faire? Je vous répète la question. Vous dites, on peut le faire au niveau de l'État. Disons, vous dites, la France peut arrêter Facebook si elle veut, sauf qu'on va dire, ouais, on fait ça, c'est la dictature, etc., etc. La dictature, c'est plutôt Facebook. Il ne faut pas renverser l'ordre des choses, effectivement. Ouais. Puis le but, il n'est pas d'en arriver là, mais juste de leur mettre le moyen de pression. Effectivement, si la France... Facebook aussi a peur que la France dise « vous êtes l'organe de censure international ». La France a une voix qui porte. Et donc, vous allez vous arrêter tout de suite ou nous allons sévir. Il suffit de discuter ça tranquillement dans les cabinets de façon discrète et Facebook, on arrivera à faire quelque chose avec cela. Et puis il faut peut-être reconstruire des réseaux sociaux en France pour être aussi indépendants démocratiquement, puisqu'ils censurent maintenant les discours démocratiques. Ils ont censuré des députés français aussi, pas mal de personnages politiques français, donc ça devient un problème majeur. Oui, c'est vrai. Mais surtout, il faut avoir le courage de le faire et ne pas avoir peur, en fait. Je veux dire, on est envahi par la peur de la dette publique, la peur du chômage, la peur de la sortie de l'euro, la peur du Covid. En fait, il faut arrêter d'avoir peur et tout va bien se passer. Voilà, j'aime beaucoup quand Philippe Murer part comme le pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Philippe Murer, alors, sortir du capitalisme du désastre. Mais attendez, le capitalisme, c'est quand même pas le monstre. Avant, on parlait du communisme avec l'homme au couteau entre les dents. Alors, pour vous, le capitalisme, c'est quoi? C'est le monstre? C'est le renard libre dans le poulailler libre, etc., etc. Enfin, il y a quand même des bonnes choses dans le capitalisme. En fait, moi, je dis pas de sortir du capitalisme et de l'économie de marché. Je parle de sortir de ce capitalisme-là, qui est un capitalisme du désastre. Alors, c'est quoi ce capitalisme du désastre? Alors, ce capitalisme, en fait, c'est un capitalisme... L'ultralibéralisme, c'est la doctrine économique du libéralisme économique radicalisé chimiquement pur. C'est-à-dire que la liberté économique est un primat absolu et qui ne s'articule pas avec les autres principes. Prime sur tout le reste. Voilà. Donc le capitalisme, du coup, ne doit pas être régulé, tempéré, de moins en moins pour combler ses impasses. C'est-à-dire que le travail est considéré comme un marché. Ce qui revient, en fait, et on détricote les droits du travail, ce qui revient à dire qu'en fait, les hommes sont des objets comme la santé sur un marché. La santé est considérée comme un marché. La santé est considérée comme un marché, les autoroutes sont privatisées, EDF, l'électricité qui fonctionnait très bien, service public, ou la SNCF sont privatisés, la santé et les retraites sont de plus en plus détricotées, donc on démantèle, on privatise de plus en plus les services publics qui marchaient très bien. C'est le minimum de règles aussi, pas le minimum de normes, le minimum de réglementation économique, ce qui fait le maximum de jungle économique. C'est l'ubérisation, où certains se goinfrent pendant qu'on appauvrit les autres. C'est aussi minimum de règles, donc la finance qui devient, sans règles, la finance devient le maître de l'économie. Voire, on a parfois l'impression, le maître du politique. C'est cette doctrine de liberté économique avant tout, ce qui fait qu'on va faire du libre-échange avec des pays à bas salaire, comme la Chine, alors même que ça détruit notre industrie et donc notre prospérité. C'est libre-échange, la liberté économique au point où on va faire la liberté de circulation des capitaux avec des paradis fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne et à l'extérieur, qui fait que ça détruit les recettes fiscales de l'État et que ça affaiblit l'État, et en plus que ça crée une énorme injustice sociale et fiscale en même temps. Voilà, donc c'est la liberté, effectivement, pour les puissants de déverrouiller les autres. C'est un capitalisme, une formule ultralibéraliste, c'est un capitalisme en fait au service des dominants et ça crée une oligarchie, celle qu'on voit. Alors justement, mais que répondez-vous à ceux qui disent bon très bien, vous dites cela, ok, ça se discute et ça peut s'entendre, mais qu'est-ce que vous dites quand vous dites oui mais l'alternative, on sait très bien historiquement, ça a été le tout État avec l'effondrement, la Russie, le Venezuela pour le penser exemple, je ne vais pas vous citer la Birmanie ou ou d'autres, c'est-à-dire comment faire pour éviter ce qu'arrive d'ici là du tout libéralisme ou du tout État qui dirige tout avec une bureaucratie terrifiante. C'est l'équilibre en fait. La bureaucratie terrifiante, de toute façon, c'est la bureaucratie de l'Union européenne, très clairement, qui impose des normes à tout va. On se plaint des normes, par exemple, sur les pneus neige, maintenant obligatoires en France, dans 40 départements. Ce n'est pas l'État français, c'est l'Union européenne. Par les directives, le contrôle technique des motos, des voitures, les contrôles partout, c'est l'Union européenne qui les impose par ces normes
pour la consommation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il faut un équilibre. En fait, André Berkoff, il faut un équilibre entre les libertés économiques et la recherche du bien commun. En fait, le problème, c'est qu'on a dérivé vers un système où on n'est que sur les droits individuels, que sur les libertés à l'état pur, en oubliant la recherche du bien commun et le collectif. Et on peut très bien articuler ça ensemble. Vous dites qu'on peut faire le curseur, mais il faut des hommes et des femmes d'État pour faire ce curseur. Il faut ça, et puis il faut aussi changer, parce que, alors là, ça nous emmènerait un petit peu loin. Je conseille à tous les auditeurs de Sud Radio d'aller lire un petit texte sur Internet qui est extraordinaire, qui s'appelle « Qu'est-ce que le libéralisme ?», qui est pensé par Frédéric Guillot, un homme plutôt de droite et chrétien, et qui montre comment le libéralisme ne pourrait dériver que vers cette situation, que vers l'ultralibéralisme et cette situation qu'on retient aujourd'hui, même par rapport à la crise du Covid, ça nous éclaire, c'est absolument remarquable. Donc c'est aussi les lumières qui nous ont envoyés ici. Le fait qu'on parle que de liberté individuelle, qu'on ait oublié les vertus, qu'on ait oublié l'idéal antique, qu'on ait oublié le bien commun, il faut redéfinir aussi notre philosophie. Il faudrait parler des droits, mais parler des devoirs, parler de liberté et de responsabilité, on est bien d'accord. C'est clair. Et aussi de bien commun, c'est-à-dire de collectif. On n'est que dans le jeu. Et d'ailleurs, que dans le jeu, on n'est que dans l'individualisme, c'est-à-dire l'inverse du collectif et de la nation, et tout s'explique en fait, tout va ensemble. Mais alors justement, comment vous expliquez qu'à droite comme à gauche, il faut le dire, enfin, on va pas faire de philosophie sur la droite et la gauche, ça nous prendrait 5h30, mais qu'est-ce qui fait que cet ultralibéralisme, disons pour simplifier, cette thatcherisation des esprits, a pris tout le monde? C'est-à-dire que le discours que vous tenez, je dis pas qu'il n'existe pas, et il est franchement, Philippe Eurard, très minoritaire. Je parle encore plus du côté qui est considéré comme droit, qui est plutôt mon côté gaulliste, quoi. Oui. Il n'y a pratiquement personne qui en parle très peu. Comment vous expliquez cela? Et depuis des décennies, hein, depuis Mitterrand, peut-être avant. Alors, pourquoi depuis Mitterrand, d'ailleurs? Vous avez raison de parler de lui. C'est parce qu'en fait, comment ça s'est passé? Cet ultralibéralisme de Thatcher et de Reagan, les Français, vous en rappelez peut-être, dans le début des années 80, étaient horrifiés par cela, par cette vision. C'était pas leur vision. C'était une vision de liberté, mais il manquait l'égalité et la fraternité. On était horrifiés, on disait certainement pas ça. Et c'est Mitterrand qui en fait, en 83, fait le tournant de la rigueur et décide de livrer l'avenir de la France à l'Europe et de dire on n'arrive pas à faire l'Europe politique, on va faire l'Europe par le marché. Rappelez-vous avec Jacques Delors, toutes les libertés de circulation, des marchandises, des personnes. Même 82 déjà. Enfin, ça a commencé déjà à ce moment-là. Et puis ça continue avec l'euro, ça continue avec Maastricht, ça continue avec le libre-échange, ça continue avec la financiarisation, et ça ne s'est pas arrêté. C'est un engrenage, en fait. On a fait l'Europe par le marché. Pourquoi, par exemple, la gauche maintenant est pour le démantèlement des services publics? On tombe sur la tête quand même. D'EDF en électricité, marché de l'électricité européen, qui en plus cause une hausse des prix de 70% de l'électricité en France, sans hausse des coûts de production. Toute cette absurdité, c'est parce que l'Europe, l'Union européenne est pour cela. Or, tous ces hommes politiques, en fait, que ce soit la gauche avec Mitterrand, puis la droite avec Chirac, qui a complètement trahi ses engagements. Je veux dire, qui a appelé à voter à Maastricht alors qu'il était anti-Union européenne. Il a appelé à voter Maastricht pour l'euro. Et bien finalement, toute la droite et la gauche se sont fait avaler par l'Union européenne. Et donc, elles ont dû avaliser tout l'ultralibéralisme qu'impose l'Union européenne, démantèlement des services publics, libre-échange, etc. C'est pour ça que la classe politique est complètement dévalorisée. Effectivement, certains disent la gauche a trahi le peuple et la droite a trahi la nation avec l'Union européenne. Je pense que c'est assez ça. Mais alors justement, là-dessus, est-ce qu'on ne extorterait pas, attendez, Thatcher, Reagan, d'accord, mais ils ont bien réussi, Reagan en Amérique et Thatcher en Angleterre. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas... Franchement, alors, franchement, c'est une question importante et il faut être honnête avec les faits. Reagan, il a réussi, oui et non. Il a redonné. Il a réussi au niveau militaire, au niveau économique, c'est pas mal, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Thatcher, c'est plus intéressant. En fait, l'Angleterre est l'homme malade de l'Europe, faut pas l'oublier, au sortir des années 70. Ils ont dû faire appel au FMI pour emprunter de l'argent comme s'ils étaient un pays du tiers-monde. C'était l'humiliation nationale. Les syndicats étaient peut-être trop puissants, il y avait des systèmes de blocage en Angleterre, et surtout, l'Angleterre était dirigée de façon trop sociale par rapport à sa culture et son identité économique. Un déséquilibre là aussi. Un déséquilibre parce que l'économie, le système économique doit correspondre à la culture profonde et à l'identité économique du pays, que ce soit en France ou en Angleterre. En Angleterre, l'identité économique est différente, il fallait plus de liberté économique. Donc Madame Thatcher était d'une grande violence et d'une grande brutalité. Effectivement, elle a fait exploser les inégalités. Moi, je n'aime pas du tout le personnage, mais par contre, reconnaissons-le, qu'elle a fait un peu redémarrer l'économie anglaise
au moins relativement par rapport aux autres pays. Après, tous les pays coulent maintenant. On avait 4% de croissance dans tous les grands pays occidentaux. On a maintenant en moyenne 1% de croissance sur les pays occidentaux. Elle peut nous donner, comme d'autres, c'est une question de volonté, encore une fois. C'est courage, volonté et braver l'impopularité. Et on n'a personne aujourd'hui, enfin on n'a pas grand monde, j'ai l'impression. Moi je pense qu'un programme économique comme ça créerait une popularité extraordinaire pour les présidents qui seraient au pouvoir. Au contraire, au lieu d'avoir un président qui voit sa cote de popularité plonger comme aujourd'hui à chaque fois, on aurait une cote de popularité. Par contre, il faut accepter d'affronter les médias. Et tout le système et toute la doxa et toute la caste qui défend mordicus la mondialisation et l'Union européenne, il faut oser l'affronter, c'est ça qui est complexe. Et il faut de la ruse, il faut du courage et de la ténacité pour cela. Et vous prenez la parole tout de suite avec Philippe Murer et nous sommes avec Renaud qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Renaud. Oui, bonjour Renaud. Oui, bonjour André et tous mes vœux pour l'année 2022, surtout de santé évidemment. Merci. Et tout se passe bien, une année qui va être riche en émotions et peut-être en surprises. C'est clair. Très bonne année aussi à Philippe Murer, Philippe que je connais, que j'ai eu la chance de rencontrer à de nombreuses reprises lors de l'anniversaire des 16 ans ou des 15 ans du traité constitutionnel de Lisbonne, organisé par Génération Frexit. Et puis on s'est vu aussi lors d'un débat pour le lancement de son ouvrage auprès du sémillant et indispensable Pierre-Yves Rougeron. Bonne année à vous, monsieur. Alors, on vous écoute, Renaud. Eh bien, écoutez, je suis ravi que Philippe soit invité, non seulement parce que son livre est passionnant et parce qu'il a du talent et parce que je considère qu'il fait partie des grands Français. Il en reste encore, donc en même temps, ça nous permet, nous, de garder quand même un petit peu d'espoir. Hein. Donc, il y aura des personnalités comme Philippe Murer. On se dit que tout n'est pas encore totalement perdu dans ce pays. Mais non, il est devenu totalement fou. Oui, alors le diagnostic est tout à fait implacable et évidemment, je souscris complètement avec ce que dit Philippe. Après, la difficulté, c'est de se dire, est-ce que il va pouvoir se passer quelque chose d'un point de vue électoral pour la présidentielle dans 3 mois? J'ai quand même quelques craintes parce que on a 2 seuls candidats qui sont ouvertement pour le Frexit et pour la sortie de l'Union européenne, c'est François Asselineau que vous recevez André, et je vous en félicite. C'est pas faute de vous l'avoir demandé. Mais voilà, c'est fait. On le reçoit demain. C'est formidable. Et donc, la question, elle est centrale. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi j'ai beaucoup rigolé parce que votre émission, c'est formidable, la rubrique quand vous parlez de choses un peu marrantes, le coup des chips avec Jean-Baptiste Djebari, ça c'est vraiment magnifique, mais c'est révélateur de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, depuis Maastricht, on ne fait plus de politique, ça n'existe plus, donc il faut remplir des quinquennats avec des anecdotes, avec de la communication, il faut exister, il faut sortir la petite phrase. Et donc en fait on a des programmes de préfets de région. Moi je me souviens de Jacques Chirac qui disait il faudra se battre contre le cancer. C'est une noble cause, vous me direz, mais en même temps on peut vouloir se battre contre le cancer, on peut aussi dire je veux plus la faim dans le monde et puis je veux plus qu'il y ait de haine et que tout le monde s'entende bien, vous voyez. Donc il y a eu Sarkozy, le Karcher, François Hollande, c'était la finance, etc. Et en fait les Français sont toujours déçus parce qu'en fait c'est toujours la même politique qui est menée. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'arrivent pas depuis 2005, ils n'arrivent pas à franchir le pas et on n'a pas de candidat souverainiste solide et véritable pour casser un peu tout ça. Et c'est ça qui est terrible. Donc je me demande si finalement le combat que Philippe mène et que nous on mène à notre petit niveau aussi, hein, parce qu'on est des citoyens éclairés, et je suis complètement d'accord avec ce que dit Philippe sur le gaullisme. Il faudrait qu'il y ait un retour à gaullisme du XXIe siècle. Je me demande si ce combat va pas malheureusement devoir durer encore quelques années, parce que les boomers par exemple ont peur de l'euro, ils ont peur de perdre tout ce qu'ils ont, etc. Et puis ils sont conditionnés. Le combat est difficile, mais en tout cas je suis surpris parce que j'ai aperçu Philippe il n'y a pas longtemps sur un plateau de CNews, et franchement ça m'a quand même assez étonné. Alors attendez Renaud, on va avancer un tout petit peu parce que nous avons beaucoup d'auditeurs. On vous a bien entendu. En fait, ce que dit Renaud, c'est est-ce que c'est un combat je ne dirais pas, peut-être j'ai perdu d'avance, il ne dit pas ça. Est-ce que les chants désespérés ne sont pas les plus beaux, Philippe Murer? Est-ce qu'on peut effectivement avoir un candidat souverainiste, ou en tout cas défendre cette politique et qu'elle soit actée, pas seulement commenter? Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a 3 candidats gaullistes et souverainistes, hein, et c'est les seuls 3 vrais souverainistes qui veulent l'indépendance nationale et la souveraineté nationale, que sont Dupont-Aignan, Asselineau et Philippot. Effectivement,
il faut absolument une union de ces 3 candidats à la présidentielle pour que, déjà, ils représentent 4% ou 5% ensemble. Et là, ils peuvent créer une très forte dynamique. Là, derrière, on peut passer à 6, 7, 8 et pourquoi pas finir à 10% et donner une chance au souverainisme. Je ne pense pas qu'on pourra se qualifier tout de suite au 2e tour. Peut-être, on ne sait jamais, mais surtout donner une chance et créer quelque chose. Parce que ne soyons pas, en fait, comme nos contemporains, de vouloir du très court terme. Oui, c'est triste. Oui, la France va mal. Oui, le monde occidental va mal. Il nous faudra un peu de temps pour nous en sortir. On ne peut pas tout résoudre à court terme. Il nous faut un peu de temps, mais il faut planter les graines. Et là-dessus, c'est la responsabilité des leaders souverainistes de s'allier pour peser, faire un grand parti et enfin se développer et apporter de l'espoir aux Français. Merci voilà, beaucoup Renaud pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Nicolas qui nous appelle de Paris. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Nicolas. Bonjour. Ce serait pour vous parler des rapports de force. Oui. Justement, la Suisse, dont vous parliez, qui est un des pays les plus riches, est en paix depuis 400 ans. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un des axes pour une alternative, la recherche de la paix entre les États-Unis, la Chine, la Russie, etc., plutôt que d'exacerber les tensions en Ukraine, en Crimée, en Moyen-Orient, etc. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers un accord entre grandes puissances, puisque la France fait partie de l'ONU, du Conseil de sécurité, donc plutôt apaiser les tensions plutôt que les aviver et les exacerber? Le problème, c'est, Nicolas, mais je vais laisser évidemment répondre Philippe Murer, mais le problème, c'est que la France n'est pas toute seule pour apaiser les tensions. Ce serait bien si elle pouvait le faire. Je ne sais pas si elle peut le faire. Recherche de la paix, oui, mais recherche du pouvoir dans les régions et dans les empires. Oui, recherche de la paix. Après, vous savez qu'il y a une lutte entre l'Empire américain et l'Empire chinois pour la prédominance mondiale. Et moi, j'espère en tout cas que l'Empire chinois ne va pas gagner, parce que sinon, ça nous promet un monde quand même de crédit social chinois et fondamentalement de surveillance numérique. C'est d'ailleurs peut-être parce qu'il est un peu en train de gagner que la surveillance numérique et le crédit social progressent chez nous. Mais il ne faut pas être irénique, il ne faut pas rêver. Il y aura toujours un jeu des nations les unes avec les autres. Moi, j'ai beaucoup moins peur de la guerre. Il n'y a jamais eu de guerre déjà entre les démocraties libérales. Mais par contre, il ne faut pas par frousse rentrer dans le pacifisme, parce que le pacifisme conduit justement à la guerre. On l'a vu avec la Deuxième Guerre mondiale. Je vais vous répondre en économiste. C'est pas la frousse, c'est que la guerre, ça nous coûte 8 000 milliards chaque année. Enfin, la guerre froide, la guerre entre le bloc, enfin, vous dites la puissance, l'empire américain et l'empire chinois. Quand je dis ça coûte à l'ensemble des pays de l'ONU 8 000 milliards chaque année. Autrement dit, à la France, ça lui coûte quand même entre 50 et 100 milliards chaque année. En dépenses militaires strictes, mais également en morts, blessés, handicapés, traumatisés, retraités de guerre, mais également en destruction des forêts et en pollution, mais également en destruction, reconstruction, aide, subvention à l'agriculture, à l'industrie, aux services, au social, etc. Si je peux vous répondre en 2 secondes, vous regardez que le côté... Alors déjà, il faut être protégé par une armée, sinon vous risquez d'être envahi. N'oubliez pas que c'est cette faute-là qui a fait que Hitler, qui lui avait armé, a pu envahir la France. C'est sans doute à cause des pacifistes. Donc il nous faut une armée, mais sans être du tout dans l'agressivité. Une armée pour nous défendre et nous protéger. Mais la deuxième chose, vous regardez que la partie coût. Mais n'oubliez pas que toutes des inventions du militaire, des dépenses militaires, justement, sont venues pratiquement toutes les grandes inventions. Internet, d'ailleurs, la plus grande de ces dernières années, vient du militaire aux États-Unis. En passant par la France au départ d'ailleurs. Et il y a énormément d'inventions qui viennent du militaire, le sonar, le radar, le laser, etc. Donc il faut aussi regarder le côté positif. Malheureusement, on aimerait bien qu'il y ait 0 armée dans le monde et que personne n'en ait aucune, mais sachant que les autres en ont, vous êtes obligé d'en avoir une. L'irénisme, malheureusement, ne fonctionne pas en ce bas monde. Si vous voulez, le pacifisme, c'est fait d'excellentes chansons, comme Imagine de John Lennon, mais n'oubliez jamais la phrase de Churchill: vous avez voulu le déshonneur pour éviter la guerre, vous avez eu le déshonneur et la guerre. Je ne dis pas que, Nicolas, c'est votre conviction. Je dis simplement que, voilà, il faut, comme dit Philippe Murer, mesurer et équilibrer. Et surtout, il faut de la volonté et du courage. On revient toujours à ça. Et merci beaucoup pour votre appel, Nicolas. Nous sommes avec Adam qui nous appelle de Reims. Bonjour Adam. Oui, bonjour Adam. Oui, bonjour tout le monde. Et je vous souhaite à tous une bonne année. À vous aussi.
Merci beaucoup. Merci. Déjà, Philippe Murer, je suis bien content de pouvoir vous poser une question parce que vous êtes un des économistes que je préfère écouter, que ce soit dans les médias ou sur Internet. Donc, c'est vraiment bien pour moi. Et en fait, ma question, si vous voulez, c'est que moi, je suis totalement d'accord avec vous sur tout ce qui concerne l'euro et l'Union européenne. Mais il y avait, je pense, qui s'appelait Renaud, le premier auditeur, qui à un moment avait parlé des boomers. Et en fait, je crois que là, il y a vraiment un vrai problème parce que je me rends compte de ce phénomène avec le Covid, vous savez, où certains disaient on a enfermé les jeunes pour protéger les vieux. Et en fait, moi, je remarque en discutant ici chez moi avec beaucoup de commerçants que en fait, ce qui tue l'activité économique des centres-villes, des commerces, etc., c'est les loyers qui sont trop élevés et des loyers parce qu'on a des locaux commerciaux qui appartiennent soit à des vieilles familles, soit à des gros groupes commerciaux qui ne veulent pas baisser les loyers et qui ont des loyers mais démesurés. Je vous donne deux petits exemples très rapides. Ici, dans le centre-ville de Reims, j'ai appris qu'il y avait un magasin qui avait fermé, 160 mètres carrés. C'était un gros groupe, pourtant. Ils ont fermé, pourquoi? Parce qu'ils avaient 16 000 euros de loyer mensuel à payer. Donc, quand vous avez 16 000 euros par mois à payer, plus encore toutes les charges, plus encore le personnel, vous ne tenez pas. Deuxième petit exemple, il y a un système, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du système de pas-de-porte dans les commerces. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, en fait, si jamais des auditeurs ne sont pas au courant... Le back-porte, c'est le bail commercial, c'est ça? Oui, en gros, voilà. C'est ça. C'est-à-dire, c'est le bail commercial, oui. Voilà, en gros, je vous donne un exemple très vite, très rapide. Il y a une librairie à côté de chez moi. Oui. Ils ont, je sais pas, ils ont 200 mètres carrés de locaux, un truc comme ça. Ils ont dû donner 90 000 euros de pas-de-porte, donc de droit d'entrée, donc au propriétaire du local. Ensuite, ils ont dû commencer les travaux et ensuite, ils ont un loyer exorbitant à payer. Donc, en fait, on a des petits commerçants à l'heure actuelle qui ne peuvent plus s'implanter, qui ne peuvent plus se développer. Et donc, moi, ma question, au-delà parce que encore une fois, je suis d'accord sur les problèmes macroéconomiques avec M. Murer. Allez-y pour votre question, Adam. Voilà, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose de ce côté-là et est-ce qu'il n'y a pas un problème franco-français du fait que les meilleurs locaux et même toute l'activité économique soient détenus par des vieilles familles ou des gros groupes commerciaux? Je vous remercie. Merci. Oui, Philippe Murer. Question tout à fait intéressante. J'en parle d'ailleurs dans mon livre à un moment donné de ce problème de loyer trop élevé. Il me semble à la fin dans les solutions. Effectivement, les loyers des commerces sont trop élevés et ça cause des faillites et ça cause aussi que les centres-villes en fait sont envahis par des grandes marques qui payent de plus en plus cher et qui empêchent les petits commerçants. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus. Il y a quelque chose de tout simple, c'est de réglementer le prix des loyers. Avant, les prix des loyers n'étaient pas libres. Alors peut-être que les rentiers qui possèdent beaucoup de murs commerciaux sont pas contents. Mais en fait, je pense qu'il faut leur payer le loyer, mais peut-être pas exorbitant. Voilà, pas exorbitant. Et je vous dis ça de façon d'autant plus sincère que moi-même, j'ai un petit loyer commercial, des murs à Paris sur un local commercial. Donc ça serait désavantageux pour moi, mais je pense qu'il faut le faire. Deuxième chose, la Suisse. Il y a un autre problème qu'on voit, c'est dans les rues très commerçantes, on n'a plus que des magasins de fringues ou de tourisme complètement uniformisés. En fait, la Suisse a une réponse à cela, tout simplement maintenant, quand un commerce de bouche se vend dans une rue très commerciale, très commerçante et importante de la ville, eh bien, c'est un commerce de bouche qui peut reprendre uniquement. Donc ça empêche de faire monter... C'est ce qu'ils font en Suisse. C'est ce qu'ils font en Suisse. Vous voulez dire même catégorie, même domaine. Voilà, pour garder le quartier vivant et l'agrément. Parce qu'au fond, cette liberté économique totale, est-ce qu'elle doit nous priver de la joie de vivre, d'avoir des belles rues avec beaucoup de commerces diversifiés? Non. Donc on peut réglementer là-dessus et ça permet d'éviter l'emballement des loyers. Mais il faut effectivement réglementer les loyers. Après ce que vous dites, effectivement, il y a 38 000 foyers français qui possèdent, en fait, qui récupèrent 2/3 par exemple des dividendes en France. 38 000 foyers, un rapport de l'Assemblée nationale. Récupère 2/3 des dividendes immobiliers. Non, dividendes, des entreprises. Sur l'immobilier, c'est un petit peu plus éclaté, mais ça reste... Donc vous comprenez qu'il y a 2/3 des gens en France qui récupèrent tous les profits des entreprises. Oui, bien sûr. Donc il y a une concentration du patrimoine dingue.
Et sur ce point-là, ça devient fou en France. On avait les 500 premières fortunes qui pesaient 70 milliards d'euros en 95. Elles pèsent 1000 milliards d'euros. Moi, je suis très content qu'ils réussissent, Bernard Arnault, tout ça. Oui, mais qu'ils en laissent un peu aux autres, qu'on n'ait pas un modèle économique qui donne tout à Bernard Arnault et à Monsieur Pinault et qui donne absolument rien aux autres. Il faut un équilibre en tout. Et il nous reste un quart d'heure avec Philippe Murer et nous sommes avec Patrick qui nous appelle de Limay. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour Monsieur, dont j'ai oublié le nom parce que j'ai pris l'émission en cours. Bonjour Monsieur Murer. Allez-y. Voilà, je vous souhaite une bonne année. Sur ce calendrier grégorien, voilà, je précise grégorien parce qu'il y a d'autres calendriers. Voilà. Je vous appelle parce que j'ai entendu que M. Macron, le président, a dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Alors moi-même, je ne suis pas vacciné et il ne m'emmerde absolument pas. Ah bon, bah écoutez, tant mieux. Parce que je bois mon café chez moi, je suis musicien, je suis très occupé, je donne des cours. Enfin, moi, il ne m'emmerde absolument pas. Il me désole surtout, il me désole. Et puis, il n'est pas exclu d'ailleurs que de nouveaux visages se lèvent en politique avec d'autres solutions pour la France. Donc il fasse attention quand même parce que à vouloir semer la division pour mieux régner, on peut récolter autre chose et les Français n'hésiteront pas à signer pour autre chose. Parce que je crois qu'ils fragilisent la République, la 5e République est en danger. Je crois que là, on arrive à un terme, voilà. Enfin bon, je ne vais pas rester là-dessus. J'avais une question à poser. Alors, je suis désolé pour Monsieur Murer, hein, c'est ça? Non, mais allez-y. Voilà, j'avais une question à poser. J'ai entendu que dans les centres de transfusion sanguine, ils ne demandaient pas si vous étiez vacciné ou non et qu'ils prennent comme ça les gens. Parce que moi, j'appartiens à un groupe sanguin qui est un peu rare. Et je me dis pourquoi y aller si les non vaccinés m'acceptent alors que de l'autre côté ils m'acceptent pas. Donc j'aurais voulu savoir si l'information est véridique ou pas. Voilà. Alors écoutez, je ne vais pas vous répondre. Ça, il faudrait qu'on vérifie. Je ne vais absolument pas vous donner une réponse en méconnaissance de cause. Il est hors de question et c'est une vraie question. On va se renseigner. Et écoutez, demain, je vous répondrai si vous êtes à l'antenne et même si vous n'êtes pas à l'antenne, si vous nous écoutez, je vous répondrai parce que c'est vrai que c'est important de savoir ce qu'on sait. Non, ce qu'on sait, mais ce n'est pas votre question exactement. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a fait appel et la dentiste que nous avons reçue nous l'a dit, c'est-à-dire on peut faire appel à quelqu'un qui a été vacciné mais positif, alors qu'on ne peut pas faire appel à quelqu'un qui a été non vacciné. Je ne parle pas pour les transfusions, hein. Je parle pour exercer son métier, non vacciné mais négatif. Voilà. Mais ce n'est pas la question. Écoutez, en ce qui concerne la transfusion, je me renseigne et on vous dit ça demain. D'accord. Pour la dentiste, je pense qu'ils sont dans une logique. Elle est non vaccinée, quand elle doit payer, elle ne doit pas retomber sur ses pattes en prenant quelqu'un qui est vacciné pour servir ses intérêts, puisqu'elle est non vaccinée. Il y a une volonté de la battre, tout simplement. C'est clair, voilà, une sanction. Oui, tout à fait. Voilà, donc je pense que c'est un jeu très dangereux. Et puis il y a 2 poids 2 mesures, donc là ça perd toute logique, toute crédibilité. Là. Okay. Donc ça devient. Voilà. Si je peux répondre 2 secondes en fait. Allez-y. En fait, on a des élites qui savent qu'il y a une colère populaire contre eux. Il y a eu la colère populaire qui s'est manifestée par les Gilets jaunes en France. Aux États-Unis, ça a été Trump qui gagnait contre tout l'establishment, puis Boris Johnson et le Brexit contre une partie de l'establishment et l'establishment mondial. Et en fait, ces élites savent que le peuple est très en colère, qu'il y a un besoin de retour à la nation. Et en fait, que font-elles? Elles prennent des précautions, elles surveillent les gens effectivement numériquement, c'est le pass sanitaire. Elles ont très très peur de perdre leurs privilèges et elles sont tombées dans une arrogance délirante avec Macron qui nous dit mon but c'est d'emmerder les Français. C'est quelque chose d'incroyable. Demandez les non-vaccinés. Les non-vaccinés, mais une partie des Français, vous avez raison, alors qu'il est garant d'une France une et indivisible et qu'il n'a certainement pas à pourchasser des Français contre les autres. Merci Patrick pour votre appel et nous sommes maintenant avec Eric qui nous appelle de Redon. Bonjour Eric. Oui, bonjour Eric. Oui, bonjour André. Un plaisir d'abord de vous avoir au téléphone. Meilleurs vœux. Merci, à vous aussi Eric. Voilà, comme l'auditeur précédent, en fait, j'ai été choqué, heurté des propos de notre président de la République. Moi, je suis enseignant depuis 25 ans. J'avais pas l'impression d'être un irresponsable, même si je suis pas vacciné. Mais voilà, j'ai appris hier que j'étais ni responsable ni citoyen. Je voulais, simplement poser une question. Ça aurait été plus à propos pour votre invité de demain.
Mais vous savez comme moi que samedi, la France prend la présidence du Conseil de l'Union européenne. Oui, oui. Notre président de la République a eu l'honneur de traiter 5 millions de nos concitoyens d'irresponsables, de dire à l'antenne qu'il les emmerdait. Je voudrais savoir, moi, s'il pense la même chose des quelques 100 millions de non-vaccinés européens. En Europe, oui. Et quelle est donc sa position pour ces 100 millions de personnes ? Alors Philippe Murer, à votre avis, les 100 millions d'Européens vont réagir au nouveau président, non pas de l'Union européenne, hein, mais du Parlement, enfin du Tout à fait. Parlement européen. C'est vrai que Macron on envoie une image absolument déplorable de la France à l'étranger. Et il a tendance à faire détester un peu la France à l'étranger, alors que la France est un pays généralement aimé. Et ça pose un vrai problème, effectivement, cette casse. Moi, je pense que c'est une caste arrogante qui est au pouvoir maintenant et qui squatte le pouvoir depuis bien longtemps. Merci beaucoup, Patrick, pour votre appel. Oui, allez-y. J'avais juste un petit, voilà, pour reprendre un petit peu votre réponse qui est tout à fait celle que je pense. C'est vrai qu'il y a la méthode d'ailleurs employée, c'est la même méthode qu'avec les gilets jaunes, c'est-à-dire asseoir cette population à un stade vraiment bas. D'ailleurs, il y a une des phrases qu'il a dit qui est passée complètement inaperçue, mais vous ne pourrez plus prendre de canon, vous voyez. Oui, il a dit, vous ne pourrez plus prendre de canon. Je rappelle, écoutez la phrase, voilà. À partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au resto, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné. Donc, par ordre de priorité, le resto, le canon, le café, le théâtre et le ciné. Mais évidemment, c'est normal, il n'y a pas de culture française. Je voulais juste dire simplement pour ça que, à titre personnel, je ne suis pas vacciné, mais je ne bois pas de canon non plus. Je préfère le pommard et le Gevrey-Chambertin. Ah, je suis d'accord. Si d'ailleurs vous êtes amateur de ça, je pourrais même vous en envoyer une petite bouteille pour partager ces instants-là. C'est très gentil, je vous en remercie. En tout cas, pour le pommard et le Gevrey-Chambertin, il n'y a pas photo. Merci Eric. Maintenant, nous sommes avec Sarah qui nous appelle de Mérignac. Bonjour Sarah. Oui, bonjour Sarah. Oui, bonjour et merci mille fois à André Berkoff et à l'équipe. C'est vraiment extra d'avoir des gens qui ne sont pas dans la pensée unique. Et comme je crois que vous pourrez comprendre André Berkoff, tous ces convaincus, vraiment, j'espère qu'ils seront vaincus à un moment donné parce que c'est terrible. Voilà. Merci, alors, je voulais vous dire que j'ai eu le Covid, variant Delta. Je vais vite parce que j'ai plus de temps. J'ai eu le Covid variant Delta donc il y a quelques mois. J'ai été soignée avec l'ivermectine et un traitement pour monter la défense immunitaire. Oui. Je ne suis pas anti-vax par principe. J'invite tous les auditeurs de réécouter en replay le professeur Claverie que vous avez reçu hier. L'échange était génial. Jean-Michel Claverie, l'épidémiologue. Oui, pardon, Jean-Michel Claverie, oui, absolument, voilà, le professeur Claverie, oui. Voilà, c'était excellentissime. Maintenant, pour M. Macron, c'est juste assez délirant qu'il parle comme ça. Franchement, je comprends pas. Je ne vais pas me faire vacciner quand même parce que M. Macron veut m'emmerder. Je reprends ses propos. D'ailleurs, il faut qu'il fasse gaffe parce que il ne mâche pas ses mots. Heureusement, il serait déjà mort, empoisonné. Et puis, il y en a marre de cette société où M. Zemmour fait des lois d'honneur. Lui, il veut nous emmerder. On ne va pas citer les autres, on n'a plus le temps. Mais vraiment, il n'y a que leur petit amour, leur pouvoir temporel qui les tient. Et lui, M. Macron, n'est pas le président des Français. Il est toujours très fier de dire qu'il est le président de l'Europe, dans tous les cas. Donc, tout se sûr qu'il y en a ras-le-bol. Où sont les sages d'autrefois, les grands philosophes qui, eux, nous ont 1000 ans au moins. Mais maintenant, il y en a quelques-uns qui sont bons encore. Mais enfin, quand on entend Antoven qui marque que les non-vaccinés sont des idiots ou des monstres, il ne marche pas ses mots non plus, mais tant mieux pour lui. En tout cas, c'est donner à n'importe quel imbécile de mettre de l'huile sur le feu. Voilà. Et là, je remercie encore une fois tout ce que vous faites parce que il y a certains qui ne sont que des petits personnages, et pas petits à leur mesure, mais la vie est belle et il y a plein de choses à vivre. Merci Sarah, merci. De toute façon, Philippe Murer, il est vraiment là le vrai problème. Où sont les neiges d'antan, je dirais, où sont les sages d'antan? Et sans dire c'était mieux avant, c'est pas le problème de c'était mieux avant. Mais on revient quand même à tout ce qu'il y a, y compris dans votre livre, comment sortir, que ce soit le capitalisme du désastre, que ce soit l'arrogance, que ce soit ceci ou cela. Encore une fois, il faut, je radote là-dessus, du courage, de la colonne vertébrale, des gens qui prennent des risques, des gens qui pensent au collectif. Et travailler aussi. Et du travail. Parce qu'on a des élites
qui ne travaillent plus. Je vous donne un exemple. Sur l'écologie, c'était le thème du livre que j'avais fait avant, comment réaliser la transition écologique. Je montre qu'on peut faire toute cette transition écologique en créant des emplois, de la richesse en France, et que c'est parfaitement possible, à l'inverse de la méthode de l'écologie punitive, taxation d'Europe Écologie Les Verts. Mais par contre, c'est extrêmement difficile de se faire entendre sur ce sujet, quoi, effectivement. Mais pour vous rassurer, disons que le problème, c'est qu'en fait, c'est la médiocratie qui monte aujourd'hui. Mais elle monte dans le secteur politique. On le voit tous à la nullité des interviews qu'on entend en règle générale dans les médias, mais ça monte aussi, il ne faut pas se leurrer, dans le système économique, dans les grandes firmes. Interroger des gens qui travaillent, et réfléchissez et échanger avec les gens qui travaillent dans les grandes entreprises, il y a aussi une forme de médiocratie. Et il y a plein de gens de talent partout, mais malheureusement, ce ne sont pas eux qui sont au pouvoir, c'est la médiocratie qui a pris le pouvoir de plus en plus en France. Et écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour vos appels. Et on a même des appels de l'île de la Réunion, puisque nous sommes avec Vincent. Bonjour. Oui, bonjour Vincent. Bonjour André Berkoff, bonjour Monsieur Auvert et Monsieur Murer. Bonjour. Merci à vous d'exister. Et donc voilà, déjà moi je voulais la bonne année à vous. Merci. Et merci. très brièvement, moi les propos de Monsieur Macron, c'est inadmissible. Mais moi je voulais faire un rapport là tout de suite. Allez-y. Vous voyez tous ces rapports qu'il y a sur les vaccinés et les non vaccinés. Tous ces rapports qu'il y a, ils sont possibles parce que les non-vaccinés, ils existent. Parce que S'il n'y avait pas de non-vaccinés, parce que les non-vaccinés existent, on pourrait même pas, c'est l'expérience témoin, on pourrait même pas faire de comparo s'il n'y en avait pas. Ah bah oui, ça c'est clair. Ça a pu prouver l'efficacité du vaccin sur les formes graves. Donc déjà, rien que pour ça, il doit exister pour moi le non-vax. On va faire une expérience sans expérience témoin. C'est pas possible. En tout cas, un petit peu, moi, voilà ma réflexion. Je comprends. De toute façon, Alain, je vais vous dire, cette histoire-là, il faut qu'elle continue, mais on ne peut pas écarter une catégorie de gens, c'est tout. Pour moi, le problème n'est pas... Moi, je n'ai pas un problème. Moi, je suis vacciné, je l'ai dit, mais je ne comprends pas qu'on puisse effectivement faire un quelconque apartheid, discrimination, quoi que ce soit, en des catégories de Français, ou d'ailleurs de qui que ce soit, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, André Berkoff? Ce sont les gens anti-apartheid, en fait, la gauche et la droite, prétendument anti-fascisme, anti-apartheid, anti-extrême droite, qui fait cet apartheid et qui défend cet apartheid. C'est quand même assez cocasse. Quoi. Exactement. C'est bien sûr. C'est ça qui est. Moi, je suis pour la vaccination, mais une vaccination ciblée, intelligente. Exactement, exactement. Mais vous savez, je fais mon devoir de citoyen parce que je suis citoyen de la nation française, bien qu'inconscient selon Monsieur Macron. Mais seulement, je fais mon devoir. Je donne ma vie, je suis l'expérience témoin, celle qui va pouvoir prouver l'efficacité du vaccin, puisque je suis pour la vaccination. D'accord, on verra ça, Vincent. De toute façon, je vais vous dire, le problème c'est de faire son devoir, mais de ne pas discriminer et de ne pas surtout mépriser les autres. L'enseignement du mépris, c'est quelque chose peut-être de terrible.